En rejoignant notre chaîne, vous aurez accès à une analyse claire des réponses pour mieux comprendre les questions et améliorer votre score de façon garantie. Dans ce texte, il est expliqué que l'irrigation de précision permet d'apporter l'eau directement aux racines des plantes grâce à des systèmes localisés. Cela réduit les pertes d'eau dues à l'évaporation et au drainage profond, ce qui améliore l'efficacité globale. Vous pourrez aussi télécharger le PDF complet des questions pour vous entraîner efficacement et augmenter votre résultat. Une liste de mots difficiles, extraite des questions, vous aidera à enrichir votre vocabulaire et réussir l'examen. Avec tous ces outils, vous pouvez progresser rapidement et améliorer votre score au test de français de manière sûre. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as passé une bonne journée à l'université? Oui. J'ai fait une expérience au laboratoire ce matin et j'ai travaillé un peu sur mon ordinateur portable. Et qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Sans hésiter, prendre une photo souvenir avec mes amis devant le monument de l'université. Comment tu as trouvé cette nouvelle galerie d'art? Au début, j'ai appelé un ami pour lui demander où elle se trouvait. Alors, c'est lui qui t'a indiqué le chemin. Pas vraiment. Finalement, j'ai suivi l'itinéraire sur le GPS et je suis arrivé sans difficulté. Tu as fait quelque chose d'intéressant en ville aujourd'hui? Oui. Je me suis d'abord promené dans un parc et je suis passé près d'une petite piscine. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai descendu les escaliers du passage souterrain pour rejoindre l'autre côté de la rue. Ton repas était déjà prêt? Oui, il était dans le réfrigérateur depuis hier. Tu l'as fait chauffer sur la cuisinière? Non, je l'ai mis quelques minutes au micro-ondes. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, afin de répondre à l'affluence traditionnellement constatée durant les derniers jours de l'année, nous avons procédé à un léger réaménagement de nos horaires d'ouverture. À compter de demain, notre établissement restera accessible au public jusqu'à 30 minutes après l'heure habituelle de fermeture. En contrepartie, l'accueil des clients débutera seulement un quart d'heure plus tôt qu'à l'ordinaire. Les autres services fonctionneront selon les modalités habituelles. Mesdames et messieurs,
En raison de conditions météorologiques particulièrement défavorables affectant les régions méridionales, l'ensemble des vols à destination du sud est annulé jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les dessertes prévues vers le nord demeurent maintenues conformément au programme initial. Quant aux liaisons orientées vers l'est et l'ouest, leur maintien dépendra de l'évolution de la situation et fera l'objet de communications ultérieures. Un objet personnel, identifié comme une montre-bracelet, a été retrouvé à proximité immédiate de la porte C. Celui-ci a été déposé au bureau numéro 4 où son propriétaire pourra le récupérer aujourd'hui, sous réserve de pouvoir en décrire précisément les caractéristiques. À défaut de réclamation avant la fermeture des services, l'objet sera transféré dès demain au local numéro 6, réservé au traitement administratif des biens non réclamés. Mesdames et messieurs, nous vous informons que, pour un impératif indépendant de notre volonté, le praticien assurant les consultations de ce jour arrivera avec un retard estimé à une dizaine de minutes. Par conséquent, l'ensemble des rendez-vous programmés sera décalé dans les mêmes proportions, sans modification de leur ordre initial. Afin de limiter les désagréments occasionnés, une réduction exceptionnelle de 10% sera appliquée à chaque consultation concernée. Chers étudiants, nous vous informons que la séance de musique initialement prévue cet après-midi ne pourra exceptionnellement pas être assurée. Toutefois, les installations du campus demeureront accessibles et nous invitons les personnes qui le souhaitent à rester sur place afin d'assister au spectacle pyrotechnique organisé en soirée dans l'enceinte de l'université. Aucun remplacement du cours n'est prévu pour aujourd'hui. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce que je prépare l'examen de mathématiques prévu demain matin. Je me suis rendu compte que certains chapitres me posaient encore des difficultés et je me souvenais que ton manuel contenait des exercices très utiles. Si tu acceptais de me le prêter jusqu'à demain soir, cela me rendrait un immense service. En échange, lorsque tu commenceras les révisions de géographie, je pourrai volontiers t'aider, notamment pour les cartes et les exercices que nous avons déjà travaillés ensemble. Bonjour, ici le service des ressources humaines. Nous procédons actuellement à une mise à jour administrative des dossiers liés aux employés ayant atteint l'âge de la retraite. Toutefois, avant de poursuivre cette opération, nous ne parvenons pas à localiser les dossiers physiques correspondants. Pourriez-vous nous indiquer où ils sont archivés afin que nous puissions remplacer les couvertures et finaliser leur classement sans retarder le reste de la procédure ?
Bonjour, ici le service du recrutement. Nous souhaitions vous informer que votre candidature a bien été étudiée et qu'elle répond, à ce stade, aux critères recherchés. La sélection n'étant toutefois pas encore entièrement finalisée, nous vous invitons simplement à patienter. Si votre dossier est retenu à l'issue de cette dernière étape, nous reprendrons contact avec vous afin de convenir d'un entretien. Aucune démarche supplémentaire n'est attendue de votre part pour le moment. Bonjour, service d'assistance de l'aéroport. Nous préparons actuellement les formalités relatives à votre départ prévu demain. En raison d'une interruption temporaire de certains systèmes informatiques, la vérification automatique des visas ne peut momentanément pas être effectuée. Nous souhaitions donc savoir si votre visa est toujours valide. Dans tous les cas, nous vous demanderons de présenter le document original lors de votre arrivée à l'aéroport afin qu'un contrôle manuel puisse être réalisé avant l'embarquement. Bonjour, ici votre librairie. Nous souhaitions vous informer qu'à partir d'aujourd'hui et pour une durée strictement limitée aux prochaines 24 heures, l'ensemble de notre sélection de romans bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 25%. Cette offre est valable aussi bien dans notre magasin que sur notre site internet, où les mêmes conditions promotionnelles s'appliquent automatiquement au moment de la commande. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'idée de toujours garder vos papiers d'identité sur vous lorsque vous vous déplacez dans la rue? A. Elle est opposée à cette idée. B. Elle adopte une position intermédiaire. C. Elle est favorable à cette idée. Personne A. Je dois reconnaître que la possession permanente de documents officiels peut, dans certaines circonstances, faciliter les démarches en cas de contrôle ou d'imprévu. Toutefois, considérer cette pratique comme une règle systématique me semble quelque peu excessive. Les risques liés à la perte, au vol ou à l'utilisation abusive de ces informations ne doivent pas être sous-estimés. À mon avis, il serait plus raisonnable d'adapter son comportement au contexte, plutôt que d'adopter une habitude automatique qui pourrait créer davantage de contraintes que d'avantages. Personne B. Pour ma part, je ne vois pas nécessairement d'inconvénient majeur à conserver ces papiers d'identité sur soi dans la vie quotidienne. Bien entendu, cela suppose de prendre certaines précautions afin d'éviter toute situation problématique. Néanmoins, dans une société où les vérifications administratives peuvent intervenir de manière imprévisible, avoir ces documents à disposition représente une forme de sécurité pratique. Je ne dirais donc pas que cela doit être imposé à tout le monde, mais cette attitude me paraît globalement justifiable. Personne C. Je trouve que cette recommandation repose sur une vision un peu dépassée des relations entre les citoyens et les institutions. À l'époque actuelle, multiplier les situations dans lesquelles des documents sensibles circulent inutilement peut constituer une source de vulnérabilité. Même si je comprends l'intérêt que cela peut présenter dans certains cas particuliers, je considère que transformer cette précaution en comportement quotidien relève davantage d'une inquiétude excessive que d'une véritable nécessité. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à ce que la municipalité se charge de tondre les pelouses devant les maisons des citoyens au début de chaque printemps?
A. Il/elle est opposé à cette idée. B. Il/elle adopte une position nuancée ou conditionnelle. C. Il/elle est favorable à cette idée. Personne A. Je comprends parfaitement l'intérêt d'une telle initiative, notamment dans les quartiers où certains habitants n'ont ni le temps ni les moyens nécessaires pour entretenir correctement leurs espaces extérieurs. Cela étant dit, je reste assez réservé quant à l'idée d'en faire une responsabilité systématique des services municipaux. À mon sens, une intervention généralisée risquerait de transformer une démarche d'embellissement collectif en une dépense publique difficilement justifiable, alors que les priorités d'une municipalité peuvent se situer ailleurs. Une aide ponctuelle me semblerait plus pertinente qu'une prise en charge automatique. Personne B. Il me paraît difficile de rejeter complètement cette proposition, dans la mesure où l'entretien des espaces visibles depuis la rue participe aussi à la qualité du cadre de vie commun. Certes, certains pourraient considérer qu'il s'agit d'une responsabilité individuelle, mais il ne faut pas oublier que l'apparence générale d'un quartier influence l'ensemble des résidents. À condition que cette mesure soit organisée de manière raisonnable et financée correctement, je pense qu'elle pourrait représenter un service utile, voire bénéfique pour la collectivité. Personne C. J'ai tendance à penser que cette idée, bien qu'elle puisse sembler séduisante au premier abord, repose sur une confusion entre intérêt collectif et intervention excessive des pouvoirs publics. Le fait qu'un espace soit visible depuis la rue ne signifie pas nécessairement qu'il doive relever de la responsabilité municipale. En encourageant les citoyens à déléguer systématiquement ce type de tâches, on risque d'affaiblir leur implication dans la gestion de leur propre environnement. Je préférerais donc que la commune sensibilise les habitants plutôt qu'elle se substitue à eux. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour et bienvenue dans notre émission Climat et Société. Aujourd'hui, nous analysons le lien entre la déforestation et les perturbations des régimes de mousson ainsi que certains phénomènes météorologiques extrêmes. Les chercheurs expliquent que la disparition des forêts modifie les échanges entre la surface terrestre et l'atmosphère, notamment en réduisant l'évapotranspiration, un mécanisme essentiel dans le transfert d'humidité. Dans plusieurs régions tropicales, cette transformation peut influencer la quantité et la répartition des précipitations saisonnières. Cependant, les spécialistes soulignent qu'il serait simpliste de considérer la déforestation comme l'unique cause des changements observés. L'intensité des moussons et des tempêtes dépend également d'autres paramètres, comme la température des océans, les circulations atmosphériques et les variations naturelles du climat. Ainsi, la déforestation apparaît comme un facteur important pouvant modifier certains équilibres climatiques, mais son rôle doit être étudié dans un système complexe où plusieurs influences interagissent. Bonjour et bienvenue dans notre émission Santé aujourd'hui. Nous abordons une question importante, les différentes méthodes permettant de détecter un déséquilibre du taux de sucre dans le sang chez les personnes de plus de 50 ans. Les spécialistes rappellent que l'apparition du diabète ne s'accompagne pas toujours de signes évidents, ce qui rend le dépistage régulier particulièrement important dans cette tranche d'âge. Parmi les outils utilisés, la mesure de la glycémie à jeûne constitue un examen courant, mais elle ne permet pas toujours d'identifier certaines anomalies précoces. D'autres analyses, comme l'évaluation de l'hémoglobine glyquée, offrent une vision plus globale de l'évolution du taux de glucose sur plusieurs semaines. Cependant, les médecins soulignent qu'aucun indicateur ne doit être interprété isolément.
Les résultats doivent être analysés en tenant compte de l'état général du patient, de ses habitudes de vie et de ses éventuels facteurs de risque. Ainsi, la détection efficace repose davantage sur une combinaison d'examens et une évaluation personnalisée que sur un seul test considéré comme suffisant. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Professeur Lander, dans quelle mesure les méthodes de recherche documentaire influencent-elles la qualité d'un texte scientifique? Les pratiques contemporaines de recherche académique montrent que l'accès à l'information ne constitue pas simplement une étape préalable à la rédaction, mais un processus stratégique qui conditionne la fiabilité et la pertinence de l'analyse produite. La consultation de bases de données spécialisées, l'évaluation critique des sources et la capacité à distinguer les informations validées des contenus insuffisamment vérifiés jouent un rôle essentiel dans la construction d'un raisonnement scientifique cohérent. Toutefois, l'accumulation excessive de références ne garantit pas nécessairement une meilleure qualité rédactionnelle. Une sélection méthodique des données pertinentes demeure indispensable afin d'éviter une surcharge informationnelle pouvant nuire à la clarté de l'argumentation. Peut-on donc considérer que l'accès à un grand nombre de sources assure automatiquement la solidité d'un article scientifique? Une telle interprétation serait réductrice. La valeur d'un travail scientifique dépend moins de la quantité d'informations recueillies que de la capacité du chercheur à hiérarchiser, contextualiser et intégrer ces éléments dans une démarche analytique rigoureuse. Les sources doivent être considérées comme des outils permettant de construire une réflexion, et non comme une accumulation destinée à renforcer artificiellement la crédibilité d'un texte. Docteur Martin, pourquoi les insectes sont-ils considérés comme des acteurs essentiels dans les processus de pollinisation? Les recherches en écologie végétale montrent que les insectes pollinisateurs jouent un rôle majeur dans la reproduction de nombreuses espèces végétales en assurant le transfert du pollen entre différentes fleurs. Toutefois, leur importance ne se limite pas à une simple fonction mécanique. Leurs interactions avec les plantes participent également au maintien de la diversité génétique des populations végétales. Néanmoins, les scientifiques rappellent que toutes les plantes ne dépendent pas exclusivement des insectes et que l'efficacité de la pollinisation varie selon les espèces, les conditions environnementales et les comportements des pollinisateurs. Peut-on donc dire que la disparition des insectes entraînerait automatiquement la disparition des plantes? Une telle conclusion serait excessive. La diminution des populations d'insectes représente une menace importante pour certains écosystèmes, mais les relations entre plantes et pollinisateurs reposent sur des mécanismes plus complexes. Certaines espèces végétales disposent d'autres moyens de reproduction ou peuvent être associées à différents agents de pollinisation. Ingénieur Lefebvre, quelles sont les principales stratégies permettant de réduire les risques d'électrocution lors d'un épisode orageux? La protection contre la foudre repose sur plusieurs niveaux de prévention complémentaires.
Les dispositifs comme les paratonnerres permettent de canaliser l'énergie électrique vers le sol, tandis que certaines mesures comportementales, notamment éviter les espaces ouverts ou l'utilisation d'appareils reliés directement au réseau électrique, diminuent l'exposition individuelle. Toutefois, aucun système ne garantit une protection absolue, car les phénomènes électriques atmosphériques restent soumis à des variations imprévisibles. L'efficacité globale dépend donc de la combinaison entre équipements adaptés, infrastructures sécurisées et comportements prudents. Un bâtiment équipé d'un système de protection est-il alors totalement sécurisé? Non. Une installation appropriée réduit considérablement les probabilités d'incidents, mais elle ne supprime pas tous les risques. La prévention doit être envisagée comme une approche intégrée associant protection technique et adaptation des comportements. Docteur Bernard, quelles relations ont été observées entre la consommation de café et certaines réactions physiologiques? Les études montrent que la caféine peut provoquer une stimulation temporaire du système nerveux, susceptible d'entraîner chez certaines personnes une augmentation modérée de la fréquence cardiaque. Cependant, cette réaction varie fortement selon la sensibilité individuelle, la quantité consommée et l'habituation à la caféine. Concernant le syndrome de l'intestin irritable, le café peut accentuer certains symptômes digestifs chez certains patients, notamment en raison de son effet stimulant sur la motricité intestinale. Toutefois, il serait inexact d'établir une relation systématique entre consommation de café et aggravation des troubles digestifs. Faut-il alors recommander l'arrêt complet du café aux personnes concernées? Une telle recommandation générale manquerait de nuances. La décision dépend principalement de la tolérance individuelle et de l'évolution des symptômes observés. Une réduction adaptée peut parfois être préférable à une suppression totale, qui n'est pas nécessairement justifiée dans tous les cas. Documents divers. Les recherches actuelles indiquent que l'activité physique régulière est associée à une amélioration du sentiment de vitalité et du bien-être général. Toutefois, cette relation ne peut être interprétée comme un effet automatique, car elle dépend de nombreux paramètres tels que l'intensité de l'exercice, l'état physiologique initial et les attentes psychologiques des individus. Chez certaines personnes, une pratique excessive peut même entraîner une fatigue accrue plutôt qu'une sensation de dynamisme. Le bouturage constitue une méthode largement utilisée pour multiplier certaines espèces végétales sans recourir aux semences. Bien que cette technique soit considérée comme accessible, sa réussite dépend fortement de plusieurs facteurs biologiques, notamment la période de prélèvement, les conditions d'humidité, la capacité de régénération de l'espèce et la qualité du substrat utilisé. Ainsi, une méthode efficace pour une variété donnée peut produire des résultats limités dans un autre contexte.
Les techniques de lecture rapide visent à augmenter la quantité d'informations traitées dans un temps réduit. Cependant, les études en sciences cognitives montrent qu'une accélération excessive peut compromettre la compréhension profonde et la mémorisation. L'efficacité de ces méthodes ne repose donc pas uniquement sur la vitesse, mais également sur la capacité du lecteur à adapter son rythme selon la complexité du contenu. Les boissons énergisantes contenant de la caféine et d'autres stimulants peuvent provoquer une augmentation temporaire de l'attention chez certains consommateurs. Toutefois, cet effet demeure limité dans le temps et varie selon la sensibilité individuelle, la quantité absorbée et l'état de fatigue initial. Une consommation excessive peut également perturber le sommeil, ce qui risque indirectement d'altérer les capacités cognitives. Le yoga est aujourd'hui présenté comme une approche favorisant la détente, la mobilité corporelle et la régulation du stress. Néanmoins, les bénéfices observés ne résultent pas uniquement des postures physiques, mais semblent également liés aux techniques respiratoires, à la régularité de la pratique et aux caractéristiques personnelles des pratiquants. Cette diversité rend difficile l'identification d'un mécanisme unique expliquant tous les effets attribués au yoga. Certaines substances destinées à améliorer l'éveil ou les performances cognitives font l'objet d'un intérêt croissant. Cependant, leur utilisation prolongée soulève des interrogations concernant leurs effets sur les mécanismes cérébraux, notamment les systèmes liés au sommeil, à l'attention et à la régulation émotionnelle. Les chercheurs soulignent que les bénéfices observés à court terme ne permettent pas nécessairement de conclure à une innocuité à long terme. La lutte contre l'érosion des sols repose sur différentes stratégies, comme la couverture végétale, la rotation des cultures ou l'aménagement des terrains agricoles. Toutefois, aucune méthode ne peut être considérée comme universellement efficace, car les résultats dépendent des caractéristiques locales, notamment du climat, de la nature du sol et des pratiques agricoles existantes. Un système de santé efficace ne repose pas uniquement sur la disponibilité des infrastructures médicales. Il dépend également de facteurs organisationnels, économiques et humains, tels que l'accessibilité aux soins, la coordination entre professionnels et la prévention. Cette multiplicité des dimensions rend complexe l'évaluation globale de sa performance. La pandémie de coronavirus a provoqué des perturbations majeures dans les échanges internationaux, les chaînes d'approvisionnement et certains secteurs économiques. Cependant, l'ampleur des conséquences n'a pas été uniforme,
elle a dépendu de la structure économique des pays, des politiques publiques adoptées et de leur capacité d'adaptation. Ainsi, il apparaît difficile d'attribuer les effets économiques observés à un mécanisme unique. La prévention du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité repose principalement sur l'identification précoce des facteurs de risque et l'adaptation de l'environnement éducatif et familial. Toutefois, les chercheurs soulignent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène résultant d'une cause unique, mais d'une interaction complexe entre facteurs génétiques, neurologiques et environnementaux.